Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette édition. À la une de l'actualité, le ministre de l'Éducation annonce que la note fixée pour l'admission à l'examen donnant accès à l'enseignement post-fondamental est de 34%. À cela, il a ajouté que la rentrée scolaire est fixée au 18 septembre de cette année. Dans ce journal, nous parlerons également des préalables que l'État burundais devrait mettre en avant de penser à la vision de construire des immeubles modernes dans les villes. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page éducation. 34%, c'est la note fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour être admis à l'examen donnant accès à l'enseignement post-fondamental. La rentrée scolaire est fixée au 18 septembre de cette année. Annonce faite par le ministre de l'Éducation dans un point de presse ce jeudi. Le ministre François Habyarimana indique également que la note fixée pour l'école d'excellence est de 70%. Suivez-le. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental et du budget disponible pour l'entretien des élèves internes, mais également après avis du Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 68 sur 200, soit 34%. Le taux de réussite au concours national est donc de 85,76%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 10 512, soit en moyenne 88 élèves par commune ou 4 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classes si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 116 sur 200, soit 58%. Nous soulignons en particulier que sur demande de la population, lors des descentes effectuées dans différentes provinces de notre pays, les élèves qui seront orientés dans la section langue avec une note d'au moins 58% auront droit à l'internat. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, les lauréats du concours national de la communauté batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 68 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette au quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Au total, 240 places sont disponibles en 7e année dans les écoles d'excellence à raison de 30 élèves par classe, comme stipulé dans le décret portant création des écoles d'excellence. Le quota alloué à chaque province doit être réparti dans toutes les communes de cette province pour plus d'équité. Cependant, pour garantir la qualité, nous avons fixé une note d'excellence en dessous de laquelle le candidat ne peut pas être orienté dans une école d'excellence, même s'il a la meilleure note dans sa commune ou dans sa province. C'est la note de 70%. Le ministre François Habyarimana a également ajouté que les frais prévus
par le ministère sur la restauration pour élèves internes vont être augmentées pour la prochaine rentrée. Elles passent de 900 francs à 1400 francs burundais. Et le Premier ministre burundais met en garde les autorités administratives qui négligeront l'opération de recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Lors du lancement officiel des activités des organes de ce recensement à Gitega, Gervais Ndirakoucha a estimé qu'il n'y a plus de prétexte qui pourrait empêcher la conduite du dénombrement principal en août 2024. Suivez à ce propos Gervais Ndirakoucha. ko twari twigira inama ko dikora muri uyu mwaka muri kuko umunani nyene duheze turangiza uno munsi tukaba rero on avait fixé le dénombrement principal ce mois qui touche à sa fin, mais comme on s'est relevé et qu'on a arrêté un calendrier à vulgariser dans les communes, j'appelle à toute personne ici présente à faire sienne cette opération, qu'il n'y ait plus un autre prétexte qui pourrait nous empêcher de faire ce travail en août prochain. Si cela n'est pas le cas, nous allons présenter notre démission car les données issues de cette opération seront utilisées pour les scrutins prochains de 2025. Je crois que ce ne serait pas démissionner tout simplement car dans de tels cas, nous serions coupables de la haute trahison. À tout participant ici présent et concerné par cette opération, le dénombrement principal doit avoir lieu au mois d'août 2024. C'est le délai définitif, peu importe la situation qui pourrait surgir. Amazi yashuha yakanya byagenda gute umutekano wahaba utahaba rusansuma muciriza tuteza kuyikora simvuge byinshi mugabo iyo ntazobura biza byidudagura kubera iyi rusansuma. Cette opération est une tâche supplémentaire par rapport à nos obligations administratives, mais il va démettre plusieurs administratifs qui la prendront à la légère. Gervais Ndirakoucha est Premier ministre burundais. Ce journal se poursuit. Le gouvernement du Burundi enregistre une énorme perte dans la prise en charge de beaucoup de détenus dans les prisons. Propos de Jean-Marie Shimirimana, représentant légal de l'association Nabaliza. Le ministre de la Justice a récemment annoncé que l'effectif total des prisonniers recensés au niveau national est de 12 000. Ce chiffre dépasse de loin la capacité d'accueil de 4 000 individus, selon Jean-Marie Shimirimana, qui trouve que pour désengorger les maisons de détention, une personne condamnée à une peine de moins de 5 ans ne devrait pas être incarcérée, mais devrait plutôt être soumis à des travaux d'intérêt général. Suivez-le. Ku bantu 12,000 hari hagenewe kuba abanyororo 4,000 murumva ko ari umurengera. 12 000 prisonniers sont dans des maisons de détention ayant une capacité d'accueil de 4 000. Vous remarquez que ce chiffre est énorme. Alors que les procureurs et les juges respectent la requête du président de la République qui dit qu'emprisonner une personne qui n'a pas commis une faute grave ne devrait pas être la première option, mais qu'il faut privilégier le dialogue entre les parties en conflit. L'État va utiliser plus de 14 millions de francs burundais pour les prisonniers. Il y a des travaux d'intérêt général prévus comme une peine de substitution. Alors, des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de moins d'une année sont emprisonnées alors qu'il y a des terrains à cultiver en Gozi. Ces détenus pourraient développer l'économie du pays. Nous souhaitons alors qu'une personne condamnée à une peine de moins de 5 ans ne soit pas incarcérée. C'est une façon de désengorger les prisons. Il faut qu'en 2025, il y reste ceux condamnés à des peines dépassant au moins ces 5 ans. Ce serait mieux si l'effectif chute jusqu'à 3 000. Ces prisons ont été conçues il y a longtemps. La population burundaise était de moins de 12
2 millions. Jusqu'aujourd'hui, la capacité d'accueil des prisons reste la même. Elles sont encore destinées à accueillir les 4000 prisonniers. Nous appelons le gouvernement en général et le ministère de la Justice en particulier à tout faire pour que le droit des prisonniers soit respecté. Le gouvernement burundais devrait mettre en avant des préalables nécessitant l'intervention des secteurs nécessaires comme l'électricité, l'eau, les routes et les parkings avant de penser à la vision de construire des bâtiments modernes en commençant par la commune de Mukaza. C'est du moins l'analyse de Godefroy Hakizimana qui a occupé beaucoup de postes dans sa carrière, dont celui du ministre chargé de l'artisanat et des métiers. Il indique que pour réussir à ce pari, il faut avoir l'eau et l'énergie suffisantes. Suivez-le. La zone de Mukaza, c'est comme le quartier de Manhattan au niveau de la ville de New York. Et le quartier de Manhattan, c'est le quartier le plus huppé de New York, où vous y trouvez des buildings jusqu'à 120 niveaux, alors que dans d'autres quartiers comme Queens, vous y trouvez des maisons à 1 niveau, 2 niveaux. Donc, aller investir dans Mukaza suppose avoir beaucoup de moyens et avoir aussi fait des plans sectoriels et relatifs. Des plans notamment liés au phasage du développement de cette zone. Développer Mukaza suppose avoir fait des études macroéconomiques liées à l'évolution de la vie de l'homme. Ici, si vous voyez la zone Mukaza, c'est une zone où tout le monde, toute la population de Bujumbura se rencontre pour aller au travail, pour aller commercer, pour prendre le transport, parce que c'est le centre-ville, c'est le départ de toutes les routes nationales. Donc, c'est le départ de toutes les personnes qui voyagent à travers le pays. Ainsi donc, personnellement, pour développer Mukaza, il faut des phases. Moi, j'ai estimé qu'il doit y avoir au moins 3 phases. La première phase concernerait le développement des infrastructures, les infrastructures de transport, les infrastructures de distribution de l'énergie électrique, de l'eau potable. Et comme les gens aujourd'hui ne marchent plus à pied, et que vous voyez qu'il y a beaucoup d'embouteillages au niveau du centre-ville, donc du quartier Mukaza, de la zone Mukaza, il faut aussi prévoir des zones de parking, pas le long des routes, des zones de parking en dehors, dans des bâtiments appropriés pour ça. Dans d'autres villes telles que Dar es Salaam, Nairobi, Addis Abeba, il y a des buildings où vous trouvez qu'il peut y avoir un parking de plus de 500 véhicules. Donc, pour développer Mukaza, il faut d'abord au niveau des infrastructures de transport, il faut améliorer les routes, notamment les routes qui vont vers le sud, telles que le centre-ville Kanyo-Sharuziba, centre-ville Musaga, centre-ville Charama, centre-ville Gatumba, et ainsi de suite. Et ces routes doivent être construites en respectant les normes internationales. Il doit y avoir des bandes pour les automobiles, il doit y avoir des bandes aussi pour les piétons. Au niveau de ces bandes de piétons, qu'on devrait installer les lignes de distribution électrique et les lignes de distribution d'eau potable, parce que demander aux gens d'aller construire à hauteur, alors que le réseau de distribution électrique et d'eau potable n'est pas encore amélioré, parce qu'il date de la période coloniale, ça serait en même temps détériorer la ville, parce que après ces constructions, la régie des eaux est toujours là pour casser, pour enlever les dalles, pour enlever les pavés, ce qui fait que ce sont des préalables pour que effectivement la zone Mukaza soit un miroir du développement du Burundi. Les frais s'élevant à $500 américains exigés aux enquêteurs pour avoir un avis d'éthique constitue un frein à la réalisation de collecte des données statistiques présentant les résultats de l'étude effectuée sur le visa statistique au Burundi ce jeudi. Le professeur Gilbert Nyongabo trouve que le retard d'octroi de ce visa fait que les données ne soient pas disponibles dans les meilleurs délais, ce qui traîne dans la mise en application des projets irrelatifs. À ce propos, le professeur Gilbert Nyongabo.
Son retard peut, par exemple, pouvait produire des résultats et vous allez constater que le phénomène que vous avez étudié, il a complètement disparu. Je vais vous donner un exemple, même si c'est le ministère de la Santé. Vous imaginez si vous faites une étude, par exemple, j'ai donné une étude, si vous faites, par exemple, soit sur la vaccination, soit, par exemple, prenez le Covid. Si vous faites une étude sur la vaccination contre le Covid, et puis avec toutes les procédures, la vie d'éthique, le visa statistique, vous allez constater que vous allez produire le rapport 6 mois après. En même temps, le Covid a disparu. Donc, vous allez produire des résultats qui n'ont pas vraiment d'impact en termes de recommandations ou bien de recommandations politiques. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que ce retard, si c'est un projet, alors comment est-ce que vous allez avoir un financement? Si c'est dans une étude que vous faites dans le cadre d'un projet, comment est-ce que vous allez justifier que, par exemple, on a besoin de tant de fonds pour aller pour les étapes suivantes? Alors, il faut savoir que les données d'enquête suivent, on va dire, elles sont nécessaires. On a dit que ces éléments seront nécessaires pour le processus de planification, budgétisation, suivi, évaluation. Et ça, c'est très nécessaire. Donc, c'est très important d'avoir des données fiables, de les protéger aussi. Mais aussi, c'est très important d'avoir des procédures allégées pour aller plus rapidement et avoir des impacts qui sont en temps réel, on va dire exécutables. J'avais aussi oublié cette recommandation. C'est que nous avons recommandé qu'il puisse y avoir des données statistiques administratives régulières au niveau de toutes les entités. Nous avons recommandé qu'il puisse y avoir une unité statistique dans chaque commune et que les données qui doivent être produites peuvent aller soit sur le portail, en sous-portail communal, mais qui dépend de l'UNESBU, mais aussi ces données doivent être validées. Parce que s'il y a vraiment un retard, c'est-à-dire vous imaginez pour la nouvelle vision, pays émergents, pays développés en 1960, si on n'a pas les données, on va dire, régulières, comment est-ce qu'à chaque période, on va se remettre en question? Prenez par exemple les stratégies qui sont mises en œuvre dans le cadre de la loi de finances, ou bien le budget de l'État chaque année. Si vous n'avez pas de données régulières qui sont collectées pour donner des informations par rapport à accès, par exemple, à l'électricité, accès à l'eau potable, assainissement, accès aux routes bitumées, comment est-ce que vous allez savoir si chaque année vous allez mettre autant de montants pour atteindre cet objectif? Donc, ce sera très difficile. C'est pour cela que nous avons recommandé qu'il puisse y avoir vraiment un renforcement des capacités des acteurs qui sont impliqués dans le processus de collecte des informations, mais aussi de les décentraliser, qu'elles soient accessibles à tous les niveaux, niveau communal, niveau provincial, mais aussi au niveau sectoriel, que ces acteurs soient renforcés en termes d'outils. Il y a beaucoup d'outils modernes, parce que ceux qui font les enquêtes, ils utilisent des outils modernes, ils vont sur le portail, ils ont des serveurs. Vraiment, c'est renforcé dans ce sens-là pour que vraiment les informations collectées soient non seulement fiables, mais aussi accessibles rapidement. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.